Et nous y sommes. Donc, bonjour et bienvenue dans ce Live Focus deuxième épisode, comment gérer l'impulsivité dans ma hiérarchie en tant que manager. Le Live Focus, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous que nous vous proposons pendant la pause déjeuner, un rendez-vous de 45 minutes pour pouvoir vous offrir une bulle de temps pour vous. Et qu'allons-nous faire ensemble? Ensemble, pendant le Live Focus, nous explorons des sujets qui génèrent des tensions, des crispations dans la vie d'une équipe et donc dans la vie aussi du manager qui les accompagne. Notre ambition à travers les Live Focus, c'est quoi? C'est d'offrir des clés, des pistes claires et activables pour pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans certaines situations, vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul, ces situations, elles existent et vous n'êtes pas le seul ou la seule à les rencontrer, et donc vous donner aussi des clés pratiques pour retrouver la joie d'agir. Donc aujourd'hui, le sujet que nous traitons, c'est comment gérer l'impulsivité dans ma hiérarchie en tant que manager. Ce sujet particulièrement, nous le traitons parce c'est vous qui nous l'avez demandé en fait. Lors du premier Live Focus, vous nous avez demandé d'aborder le sujet de la délicate question, pour reprendre le vocabulaire, la délicate question de la gestion émotionnelle de sa hiérarchie. Et oui. Et donc, j'ai choisi de vous proposer d'adresser ce sujet à travers le prisme de l'impulsivité. L'impulsivité, c'est-à-dire finalement une réaction incontrôlée, incontrôlable, parfois même inconsciente, qui peut se manifester et souvent suite à un pic émotionnel. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui accompagnée de Madi tout particulièrement, puisque Madi a exploré ce sujet en profondeur, en tout cas à travers le prisme que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui est le système d'attachement. Madi, je t'invite à te présenter. Alors, donc, rebonjour, notamment, je crois, à la personne qui vient d'arriver. Je m'appelle Madi Lansari. Moi, j'accompagne les individus, les couples et les accompagnants à créer et maintenir des relations de qualité. Je fais ce que j'appelle la facilitation émotionnelle et relationnelle. C'est entre le thérapeute et le coach, où j'accompagne les gens qui sont traversés par des émotions, en tout cas à apprendre à les écouter et à en faire quelque chose. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et dans le cadre en particulier avec les couples, que j'ai énormément travaillé la théorie de l'attachement de John Bowlby. On y reviendra, parce que sans le savoir, en fait, la façon de gérer les émotions des personnes proches de nous va avoir un impact sur nous. Et donc, on le verra notamment dans le lien avec sa hiérarchie. Je propose aussi des ateliers du coup, aujourd'hui en tout cas pour les couples, pour apprendre à mieux gérer et mieux comprendre comment l'attachement a un impact sur eux. Et puis j'ai aussi créé un site qui s'appelle enquêteamoureuse.com pour aider les couples amoureux à créer des enquêtes. Et puis régulièrement, je vais accompagner des accompagnants à mieux utiliser la relation qu'ils vont créer dans leur séance pour améliorer la sécurité relationnelle et émotionnelle. Et puis que la personne, en tout cas, qui est dans cet espace-là, puisse se sentir encore plus entendue. Voilà, voilà ce que je peux dire tout de suite. Merci Madi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis ravie de partager cet épisode avec toi. Donc moi, je suis Amandine Bellamy et moi, ma grande passion, c'est de transformer ce qui plombe les équipes en or. Donc en quelque sorte, je suis une sorte d'alchimiste des relations humaines et particulièrement, j'interviens sur les sujets de l'innovation managériale à travers du coaching en leadership, en communication et également de la facilitation en intelligence collective pour aider les équipes à trouver de nouvelles manières de communiquer, d'être en relation ensemble pour résoudre leurs problèmes. Pour le périmètre du sujet que nous allons traiter aujourd'hui, parce que forcément le sujet de la gestion émotionnelle, de la gestion de l'impulsivité, c'est un sujet assez large, donc on va juste poser un cadre ensemble en termes de périmètre. C'est que nous considérons ici que lorsque la hiérarchie réagit de manière impulsive et a des manifestations émotionnelles qui peuvent se manifester de manière impulsive, voire peut-être un petit peu brusque, nous considérons que ce n'est pas de manière intentionnelle. Et ce n'est probablement pas non plus de manière consciente. C'est-à-dire que là, nous considérons vraiment qu'il y a une intention de bienveillance et de bien faire et que la personne a ces manifestations subites de manière vraiment incontrôlée et involontaire.
Nous avons également choisi comme angle pour ce live focus de nous adresser plutôt sur un prisme qui est celui du manager intermédiaire, middle manager, c'est-à-dire qui peut être soumis à la fois à la pression de la hiérarchie dans un sens et à la pression des équipes également. Bien sûr, vous pourrez vous-même faire l'exercice d'aller plus loin et d'appliquer tout ce que nous allons vous partager aujourd'hui à l'ensemble des relations professionnelles et même peut-être personnelles. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui aiment structurer leurs notes, etc., nous allons aborder ce sujet à travers trois parties différentes et allons maintenant explorer la première, c'est-à-dire de comprendre la mécanique émotionnelle qui se joue à travers la dynamique de l'attachement. Merci pour cette introduction, Amandine. Alors, on va parler effectivement de qu'est-ce qui fait du système d'attachement et de comment, derrière des réactions qu'on ne va pas forcément comprendre, il peut se passer quelque chose. Donc, la psychologie, ça fait 70 ans qu'ils ont du recul sur la recherche associée à qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation de stress. On ait conscience du stress ou pas, il se trouve qu'il y a ce qu'ils appellent un système d'attachement qui va s'activer. C'est des travaux, et je vais y revenir dessus, hein, c'est des travaux de John Bowlby et notamment Mary Ainsworth. Mais vraiment, il y a 70 ans de recul, il y a eu beaucoup de recherches pour améliorer la compréhension. En général, cette théorie est utilisée dans la parentalité pour améliorer le lien entre la maman, puisque la majorité des études ont été faites sur la maman et l'enfant, comment créer des liens qui offrent de la sécurité émotionnelle à l'enfant pour qu'il puisse se développer d'une bonne manière psychiquement. Et donc, si on en parle aujourd'hui, c'est que, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, le système d'attachement est à l'œuvre avec toutes les relations émotionnellement proches que nous avons. Que ce soit évidemment avec notre conjoint, et c'est pour ça que j'étudie particulièrement ce thème-là, mais également dans le cadre de relations à enjeu et avec la hiérarchie, c'en est une. Les études sont plus récentes là-dessus, mais ça fait déjà plus de 10 à 20 ans que c'est étudié. Alors, l'idée de base, c'est quand quelqu'un est en stress, soit vous avez une réaction où vous allez vouloir gérer le stress vous-même, on va appeler ça l'autorégulation, et donc toutes les techniques de souffler, de méditation vont pouvoir être utilisées. Mais arrive un moment, on appelle ça moi j'appelle ça un seuil de déclenchement, au-delà duquel ça devient compliqué en fait de faire face à ce stress. Et donc, en général, ce que dit la théorie de l'attachement, c'est que vous avez besoin de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Et en fonction de comment ce qu'on appelle le style d'attachement, comment il s'est développé chez vous, vous allez avoir des stratégies différentes les uns et les autres. Et parfois, avec votre conjoint, vous allez avoir une stratégie opposée qui peut poser tout un tas de soucis. Voilà. Et donc, globalement, quand vous réagissez d'une manière... quand vous êtes en stress, il y a 3 grosses stratégies qui vont être utilisées par la majorité des gens. La première, c'est ce qu'on appelle une stratégie qui s'appelle Secure. C'est 50 à 60% des gens qui vont réagir de manière, on va dire, nominale, qui vont considérer qu'ils sont en stress et qui ne vont pas avoir peur de parler de ce qui se passe pour eux à quelqu'un d'autre. Le deuxième style, c'est ce qu'on appelle le style évitant. Et le style évitant, au contraire, lui, il va avoir tendance, quand il est en stress, c'est important de retenir quand il est en stress, il va plutôt avoir tendance à vouloir se débrouiller tout seul. Et donc, souvent, j'aime bien donner cet exemple en formation, c'est plutôt des gens où on va commencer à ressentir un peu de froideur. Ils vont commencer à rentrer dans leur carapace, à parler de moins en moins, à moins vouloir parler. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a, non, mais ça va. Voilà. Ils ne vont pas forcément vouloir parler. Et donc, ils ont une perception du stress qui est plus faible par rapport au même niveau de stress, plus faible qu'un sécure. Le troisième grand style d'attachement, c'est celui qu'on appelle anxieux. Vous trouverez aussi ambivalent résistant, mais ça va être plus facile de dire anxieux. Où là, au contraire, dans le cas d'un stress, le même niveau, la perception du stress d'un anxieux va être beaucoup plus forte que chez les autres. Et sa stratégie à lui, c'est pas de se recroqueviller, c'est pas d'entrer dans sa carapace, mais c'est au contraire d'en parler et de montrer qu'il se passe quelque chose pour lui.
si on a le temps à la fin, je reviendrai sur pourquoi les gens deviennent plutôt sécures, évitants ou anxieux, mais c'est un peu complexe. Mais voilà, c'est-à-dire que par rapport au même stress, on va avoir 3 stratégies différentes. Une, on va dire normale ou nominale. Une autre, on va faire comme s'il n'y en avait pas trop. Et donc, voilà. Et une autre, comme si c'était important. Et le fait de pouvoir avoir une nouvelle grille de lecture et de se rendre compte que peut-être quand il se passe quelque chose chez quelqu'un, bah, il y a son système d'attachement qui s'est activé, ça nous indique que peut-être il manque de sécurité à ce moment-là. Parce que tout ça, en fait, pourquoi le système d'attachement s'active? C'est pour retrouver un sentiment de sécurité. Et souvent, ce n'est pas compréhensible consciemment ou même d'un point de vue émotionnel si on ne le sait pas. Voilà, je vais m'arrêter là déjà. Je sais pas si... Merci, Ouais. merci déjà pour ces explications. Et donc, ce système d'attachement, donc vous l'avez compris avec les explications, m'a dit, c'est quelque chose qui est individuel. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il est contextualisé. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, en fonction des personnes avec qui on interagit et qui on a une relation à un moment donné, si cette manifestation de stress est un stress perçu, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'une personne va ressentir un stress et une autre personne va rester complètement calme et ne va pas du tout ressentir cette notion de stress à ce moment-là. Chacun va avoir son curseur qui va se déplacer entre ces 3 styles d'attachement. Et donc c'est un système qui fonctionne à l'intérieur de nous de manière plus ou moins consciente et qui va s'adapter en fonction des contextes. Et pourquoi en parler aujourd'hui dans un cadre professionnel en entreprise? Tout simplement parce que l'entreprise, c'est un vivier complet de relations humaines. Et vous l'avez compris, en fait, ça va générer des réactions comportementales particulières en fonction de notre système d'attachement. Et donc l'enjeu qui se joue à ce moment-là, particulièrement quand on est manager et qu'on est responsable de la motivation et de la dynamique d'un collectif, c'est que nous sommes également acteurs de cet environnement de travail pour que ce soit un environnement de travail sécuritaire. En quoi est-ce que c'est important de proposer cet environnement de travail de manière sécuritaire? Tout simplement parce que c'est dans la sécurité que l'équipe, chaque individu de l'équipe aura les meilleurs leviers pour activer leur plein potentiel. Et donc, à contrario, dans un climat d'insécurité, chaque membre de l'organisation, chaque membre de l'équipe va mobiliser son temps, son énergie et son attention à un seul objectif: recréer un environnement de sécurité dans lequel il se sentira à nouveau capable d'aller plus en profondeur dans tout ce qu'il a à réaliser. Et donc forcément, c'est très important dans le milieu professionnel et dans un environnement dans lequel on travaille en collectif sur la performance et l'atteinte d'objectifs communs, tout simplement parce que ça nous permet de mobiliser nos ressources dans ce but. Alors dites-nous maintenant dans le chat, vous, lorsque vous vous sentez en situation de stress, comment vous comportez-vous vis-à-vis des autres? Donc, Amandine, tu as mis la question dans le chat, du coup. C'est pour ça qu'on attend de voir si des gens, du coup, répondent. Alors, Cette question, elle n'est pas si évidente. Hein. Déjà, comme vous l'avez vu, on peut avoir une perception du stress différente les uns et des autres, comme l'a très bien rappelé Amandine. Et après, ben, on peut aussi avoir une manifestation de ce stress vraiment d'une manière différente. Moi, j'aime bien donner l'exemple suivant, c'est souvent quand je commence à manger au-delà, je commence à grignoter alors que j'ai déjà mangé, et moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que je ne m'étais pas forcément rendu compte du stress. Ok. Alors, il y a une Charlotte qui nous dit: « Je pense que j'ai été longtemps évitant, mais je penche de plus en plus vers le sécure, il me semble. » Alors, effectivement, en particulier, on parlait à la fin, parce que c'est possible d'évoluer, en tout cas, dans son style d'attachement. Parce qu'en général, ça dépend de la relation avec qui on est. Et donc, entre le style sécure et le style anxieux. OK. En effet, question pas évidente et réponse pas facile. J'ai tendance à beaucoup me cacher derrière un humour tordu. C'est une des nombreuses manières. Moi aussi, je fais des blagues un peu bizarres, mais en général, dans ces moments-là. L'idée, en tout cas, de ce Life Focus, c'est aussi vous aider
juste pas forcément vouloir changer si vous trouvez que ça vous tordu, mais juste en l'observer en fait. Déjà commencer à l'observer, c'est déjà une première partie, parce que si vous ressentez du stress, il peut être dû à une émotion chez vous ou chez votre hiérarchie. Et Et donc, justement, ici, en fait, on vous propose le premier levier d'activation qui est en fait l'identification du déclencheur. alors, vous verrez, on vous a préparé un petit cadeau que vous pourrez récupérer après, mais Amandine en parlera, justement pour vous aider en tout cas à prendre conscience, bah, déjà évidemment du stress que vous avez, mais quand il y a je dirais évitant, du coup en y réfléchissant en mode carapace. Voilà. Il se trouve qu'on peut avoir plusieurs stratégies qu'on va utiliser en fonction de différentes personnes. Après, voilà, il faudra regarder celle qui est intéressante par rapport à votre hiérarchie, parce qu'elle peut avoir un impact. Parce que typiquement, on va rentrer du coup on rentre dans le deuxième point, en 3 points comme le disait Amandine tout à l'heure, là c'est le deuxième, identifier le déclencheur. Si vous ressentez du stress, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un phénomène qui s'appelle la neuroception, vous avez des capteurs, et ça passe pas forcément par la tête, hein, des capteurs qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, que vous êtes potentiellement un peu en danger. Donc ça va déclencher des réactions chez vous, que vous ne contrôlez pas la majorité du temps, et tant mieux, hein, c'est pour votre survie humaine, bien sûr. Voilà. Et donc, en général, quand il se passe quelque chose où, d'un coup, d'un seul, il y a un truc différent, vous sentez qu'il y a quelque chose de lourd dans l'atmosphère, va se déclencher chez vous des choses. Mais avant que vous alliez voir qu'est-ce qui se déclenche chez vous, juste vous posez la question, ok, tiens, comment ça se fait que maintenant, tout de suite, depuis que ma hiérarchie est rentrée dans la pièce, ou depuis qu'on a commencé à discuter de ce sujet-là avec ma hiérarchie qui était là, je me sens comme un peu bizarre. Il y a des gens qui vont dire non, mais c'est la faute de l'autre, des gens qui vont dire non, mais c'est de ma faute, des gens qui ne vont pas savoir. Peu importe, on a dans le petit cadeau qu'on vous offrira, du coup, un petit protocole pour aller dedans, mais je vais vous donner des exemples sur les différentes manières que les gens qui ont des styles d'attachement comment ils vont réagir. Amandine, est-ce que tu pourrais couper ton micro parce que j'entends le retour? Peut-être que les gens aussi. J'entends le retour. Voilà, merci. Alors, typiquement, si vous êtes si vous avez un style anxieux, peut-être votre hiérarchie, si votre hiérarchie a un style anxieux, par exemple, il va potentiellement du coup manifester beaucoup plus de stress qu'il y en a. Et si vous êtes évitant, vous n'allez pas du tout comprendre pourquoi il semble stressé sur quelque chose alors que vous ne le percevez pas du tout. Et donc là, déjà, cognitivement, il y a quelque chose où vous allez lui dire c'est bizarre, mais pourquoi il est stressé comme ça? Mais c'est n'importe quoi. Euh, mais oh, il en fait toujours trop, il stresse trop, ou des choses comme ça. Vous allez ressentir non pas le stress de votre hiérarchie, mais le vôtre qui est un peu agacé en fait. Donc vous allez potentiellement plutôt ressentir l'agacement. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là, et dans le guide qu'on vous propose, c'est de revenir au corps. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Est-ce que je sens que ma tête s'agite? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que je me sens contracté? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Et en fait, votre corps va vous aider petit à petit, non seulement à vous reconnecter à vous-même, parce que c'est difficile de savoir ce qui se passe pour soi si on n'est pas trop connecté à notre corps. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, et le protocole que vous recevrez, du coup, en parle, hein, une fois que vous êtes connecté à votre corps, que vous avez fait le petit exercice de cohérence cardiaque, par exemple, qu'on vous propose, si les sensations ont beaucoup diminué, c'est que sans doute, il est probable qu'en fait, ce ne soit pas une émotion qui vous appartienne, que vous ressentez bien sûr, mais qui ne vous appartienne pas. Et donc là, vous allez du coup commencer à chercher où est cette générateur d'émotions ou de stress, et donc potentiellement c'est votre hiérarchie. C'est l'angle qu'on a pris pour la suite en tout cas. Et donc ça veut dire que quelque chose se passe chez votre hiérarchie qui vous impacte. Et donc vous devez déjà remarquer comment vous le ressentez dans votre corps. Donc si vous êtes évitant de base, vous allez commencer à vous fermer, peut-être mettre les oreillettes, peut-être vouloir plus entendre parler de ce qui se passe. Si vous êtes anxieux, vous allez commencer à vous dire mais qu'est-ce qui se passe pour lui et pourquoi il a fait ça et vous allez commencer à vous inquiéter, quelque chose comme ça en tout cas. Évidemment, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais notamment celle-là. Si vous êtes sécure, bah, voilà, vous allez juste sentir quelque chose qui n'est pas OK, mais que vous avez envie, en tout cas, de mettre plus de clarté dessus.
Et je vais redonner un exemple à l'inverse. Si votre hiérarchie est un évitant et que vous êtes plutôt anxieux, ce qui va se passer en général, c'est que l'évitant, lui, il aime bien s'autogérer tout seul, quoi, s'autogérer. Et du coup, l'anxieux va avoir besoin, quand il est en stress, de vérifier que la connexion avec l'autre est toujours là. Donc potentiellement, il va demander à son chef de répéter l'instruction plusieurs fois. Non pas vraiment pour répéter l'instruction, mais comme une manière maladroite de lui demander s'il est toujours en lien avec. Et donc le chef, s'il est évitant, il veut, non mais non, je te l'ai déjà dit 15 fois, ça va, ça suffit, lâche-moi. Ce qui, pour l'anxieux, difficile parce que ça veut dire que la connexion n'est pas là. Donc, l'anxieux va plutôt avoir tendance, dans son style d'attachement, s'il est stressé bien sûr, il peut avoir tendance à lui répéter, à comme un peu le coller. Donc, ça donne tout de suite, vous voyez, avec les deux styles d'attachement qui sont vraiment opposés, une création de tension forte. L'évitant, lui, va être tout seul et l'anxieux va être avec l'autre. Et voilà, vous pouvez voir ça dans les couples, bien sûr, avec les enfants également aussi, et puis dans toutes les relations émotionnellement. Voilà. Est-ce que, voilà, je te redonne la main peut-être Super, merci Madi pour ces explications et surtout ces exemples très concrets qui permettent de bien comprendre la mécanique. Et donc, vous l'avez compris, pour identifier le déclencheur, pour identifier ce qui se passe à ce moment-là, quand quand l'un ou l'autre est en situation de stress, c'est d'observer ses sensations internes, donc d'être attentif à ce qui se passe dans son corps. Et donc, pour cela, à la fin du live focus, vous aurez l'accès à un questionnaire pour nous permettre de nous améliorer, donc de nous donner du feedback et en même temps pour pouvoir accéder à un protocole d'auto-questionnement émotionnel qui sera un outil très pratico-pratique que vous pourrez utiliser et réutiliser lorsque vous en aurez besoin. Et donc, par rapport à cette observation, il y a bien sûr l'observation de ces sensations internes et il y a donc cette compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de moi et de ce qui se joue à l'intérieur de l'autre et que peut-être je suis en train de m'approprier. Donc là, on est aussi dans le domaine de l'empathie. Et donc, l'un des leviers concrets, c'est de pouvoir développer sa capacité à avoir une empathie régulée. J'explique. Pourquoi je parle de ce terme d'empathie régulée? Parce que souvent, quand le sujet de l'empathie vient, les personnes se catégorisent de manière très binaire. Je suis trop empathique ou je suis pas assez empathique. Et donc, c'est ce côté un peu binaire. Moi, je voudrais juste l'assouplir un petit peu, lui donner beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce que l'empathie, c'est aussi une compétence, en ce sens où c'est quelque chose que l'on peut apprendre, soit à muscler ou soit à apaiser en fonction de est-ce que j'estime être au clair finalement avec mon degré d'empathie. Donc on peut muscler une empathie lorsqu'on a l'impression d'avoir des difficultés à comprendre ce que vivent les autres avec des techniques notamment de communication. Moi, la première technique que je recommande, c'est l'écoute active. Et quand je parle de technique, c'est pas seulement apprendre la théorie, c'est surtout l'entraîner. L'entraîner. Et au plus on va l'entraîner, et au plus on va développer cette fameuse compétence d'empathie qui va permettre d'obtenir des clés de compréhension de ce que peut vivre et peut-être ressentir l'autre. Et au contraire, lorsqu'on estime être trop empathique, c'est souvent en fait cette bascule que l'on appelle aussi la sympathie dans le jargon du coaching, c'est-à-dire que finalement on ressent à l'intérieur de nous ce que les autres ressentent sans avoir la capacité de savoir ce qui est à nous et ce qui est à l'autre. Et donc là, de la même manière, il existe également des techniques qui vont nous permettre d'apaiser et de prendre de la distance entre eux, en tout cas de prendre de la compréhension et donc de prendre de la distance entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et là, ce sont essentiellement des exercices qui vont nous ramener à la pleine conscience de notre propre corps, qui vont pouvoir nous aider à trouver cet apaisement, avec notamment des techniques de respiration comme celles que vous allez retrouver dans votre protocole, des immersions dans la nature, de l'exercice physique, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les moyens de pouvoir développer notre capacité à identifier le déclencheur. Alors dites-nous maintenant dans le chat comment est-ce que cela résonne pour vous, de considérer que peut-être que ce que vous ressentez dans votre corps puisse appartenir à l'autre.
Je vous ai mis la question dans le chat. Je vous laisse rentrer dans votre bulle pour pouvoir nous partager comment cela résonne pour vous. Pour les personnes qui sont très sensibles, souvent c'est une révélation. Ayant assisté plusieurs fois à ça, souvent c'est une révélation, tu te rends compte que ah, tiens, je ressens des choses, mais je savais pas que ça pouvait ne pas m'appartenir. Et de la même manière, même pour les évitants, eux, ils vont ressentir ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Une évidence pour moi. Mm, Ok, merci, merci Charlotte. mm, Voilà. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est que quand on ne sait pas trop d'où ça vient, hypersensibilité, donc très fréquemment, je ressens des choses qui ne m'appartiennent pas. Et bien mm, effectivement, je ne l'ai pas appris toute seule. Oui, oui, tout à fait. Hein. Moi, pareil, hein, je pense qu'on est tous là. Et l'évitant aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans ce capace très très vite, même avant de savoir qu'il y a une émotion qui est en train de l'embêter en fait. mm. Et Très, c'est très, même, très, très. même un mécanisme presque de protection pour Ah éviter mais de ressentir ce trop-plein tout à fait, interne. tout à fait. Ok. Merci. Merci pour vos partages. Madi, je te propose que que nous passions à la troisième partie, pardon, et donc le deuxième levier concret et activable qui est concrètement, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ajustons notre comportement en conscience. Oui, tout à fait. Donc, vous ressentez du stress, vous avez pu identifier qui ne vous appartenait pas, qui appartenait à votre hiérarchie, et ce que disait au tout début Amandine, c'est que vous partez du principe que votre hiérarchie n'a pas une intention mauvaise, elle ne cherche pas à vous faire du mal ou vous embêter. C'est juste qu'elle subit quelque part ce qui est en train de se passer. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Sachant que vous n'allez pas pouvoir changer comme ça, on ne peut pas changer les autres, et encore moins sa hiérarchie, c'est en tout cas un peu plus délicat. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est ce qu'on a commencé à faire ensemble, au point numéro 2, c'est de commencer par vous. Votre manière de réagir à cette stimulation extérieure de stress et d'émotion eh ben, va avoir toute son importance. C'est OK si évidemment c'est trop pour vous. Vous verrez dans le petit protocole, c'est OK si bah, ça vous fait trop. C'est OK si ça vous énerve. C'est OK si ça vous donne envie de vous mettre sous la couette. Respectez ça et comme on dit dans le protocole, prenez du temps pour vous à ce moment-là. Ça va être très important. Parce que l'idée, c'est s'il y a déjà un niveau de stress important chez votre hiérarchie qui ne s'en rend pas compte en plus, ça va être compliqué en fait, si vous-même vous êtes aussi un peu tendu ou un peu stressé par ça, de lui en parler. Et même si vous avez raison, souvent je dis ça parce que ça nous paraît, oui j'ai raison donc je peux le dire, non, il y a la forme. La forme en fait, c'est le fait de prendre soin de la relation en premier. Marshall Rosenberg, repris par Issa Padovani, qui parle beaucoup de la CNV, la communication non violente, pardon, parle de connect before correct. C'est-à-dire essayer de se connecter à la personne avant d'essayer d'avoir raison. C'est pas obligatoire que vous ayez tort, hein, peut-être vous avez raison dès le départ, mais la première étape pour que ce que vous allez dire puisse être mieux entendu, c'est de vous assurer que vous êtes capable de vous connecter à la personne en face. Donc déjà de voir pour vous comment vous réagissez par rapport au stress. Si c'est trop, bah, ne le faites pas, en tout cas pour l'instant. Prenez soin de la relation en ne le faisant pas d'abord. Et si vous vous sentez émotionnellement disponible, si vous vous sentez en sécurité, bah là, effectivement, vous allez aller vers cette hiérarchie et non pas lui dire ah, tu as l'air stressé, tu as l'air en colère. Le tu, comme on dit, c'est-à-dire que ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt de parler à partir de je. Ok, je, je, je ressens j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose pour toi, mais je peux me tromper et je peux me tromper. Je vois que bah, tu as l'air d'aller revenir. Là, il faut essayer d'être le plus factuel possible. C'est-à-dire que s'il se lève, s'il part, s'il a fait tomber quelque chose, voilà. Je me demande s'il se passe quelque chose pour toi, sans dire qu'il se passe quelque chose. Mais bon, pour les hypersensibles en général, ils savent qu'il se passe quelque chose. Par contre, on ne sait pas forcément en quoi en faire. Et après, ça peut être évidemment de lui laisser l'espace de voir s'il veut rentrer en connexion ou pas. Vous avez vu, les évitants, ils vont plutôt éviter en fait. Qu'est-ce qui se passe si vous venez même comme ça, gentiment, potentiellement l'évitant va dire non. Donc après, c'est charge à vous d'être, quand vous cherchez la connexion en premier, peut-être que la personne ne va pas vouloir.
Et idéalement, avec l'autre personne, vous allez, en tout cas avec hiérarchie, aller la voir en lui disant: «Ben voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qui a l'air de se passer pour toi, mais je peux me tromper et si tu le souhaites, on peut trouver un moment peut-être plus favorable que tout de suite pour en parler». Et après la personne est souveraine de se connecter, de répondre oui ou non. Si, elle a envie, vous pouvez trouver un moment plus calme, pas forcément dans un espace ouvert, pas forcément entre 2 propositions, entre 2 réunions. Vous pouvez aller marcher, voilà. Après il y a d'autres techniques qu'on va pas avoir le temps en tout cas de vous apprendre, aujourd'hui. Mais voilà, et si effectivement c'est, compliqué, la personne ne veut pas du tout, voilà, là on rentre dans quelque chose un peu plus délicat, mais le plus important dans ces moments-là, c'est de prendre soin de vous. Voilà, vous avez proposé quelque chose, la personne a le droit de ne pas y répondre. Et après, bah, vous, comment vous allez, pouvoir, du coup, être écouté si jamais ça vous génère beaucoup, d'inconfort, voilà, voilà. Je vais m'arrêter là, tu me diras, Amandine, s'il y a besoin de plus. Merci Madi. Prendre soin de soi, se connecter, donc soigner aussi la connexion avant de chercher à intervenir, le fameux connect before correct. Merci pour ce partage. Et donc en parallèle avec le milieu de l'entreprise, c'est le contexte dans lequel nous sommes, nous le sentons, nous le vivons au quotidien, nous sommes dans un contexte qui est mouvant, qui est incertain, et donc c'est un terreau de potentielles insécurités qui innervent notre quotidien en entreprise en ce moment et depuis plusieurs années maintenant. Et donc forcément, nous sommes exposés à des situations de stress perçus qui peuvent déclencher, activer nos systèmes d'attachement et donc amener du coup, vous amenez cette clé de compréhension aujourd'hui dans ce que vous vivez au quotidien dans votre activité professionnelle. En quoi est-ce que si on revient à cette notion d'impulsivité de la hiérarchie, ok, et quel rôle est-ce que moi je peux jouer en tant que manager et surtout en fait, quel est le risque? Qu'est-ce que ça peut déclencher comme phénomène domino finalement, comme effet papillon, si moi je n'ai pas conscience de ça et si moi à mon échelle je ne me rends pas acteur de cet environnement de travail sécuritaire, c'est tout simplement le risque d'un effet cascade. Mon manager à moi, donc moi je suis manager intermédiaire, mon manager à moi a son système d'attachement qui est activé et donc qui va avoir une réaction comportementale, émotionnelle, qui va me générer peut-être un stress à moi-même. Si moi, je laisse ce stress m'atteindre sans avoir toute la conscience qu'on est en train de vous apporter aujourd'hui, alors le risque, c'est que moi-même, que mon système d'attachement s'active et que je le laisse courir sans avoir toutes les clés de compréhension d'aujourd'hui, et que par conséquent, je réplique un stress auprès des personnes qui sont sous ma responsabilité. En d'autres termes, le risque, c'est que toute la chaîne humaine de l'organisation, finalement, se sente en insécurité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déjà agir à votre échelle. En fait, chacun peut déjà commencer à agir à son échelle en ayant la conscience de ce qui se passe et en cherchant justement à prendre soin de soi, à rentrer en compréhension de ce qui se joue à l'intérieur pour pouvoir aussi soigner le lien avec les autres, pour pouvoir justement permettre petit à petit, de reconstituer un environnement de travail qui va être sécuritaire pour l'ensemble du collectif. Donc, les enjeux sont de recréer le dialogue, bien sûr, et également de désamorcer le risque d'un schéma répétitif et d'un schéma d'insécurité en cascade. Alors, dites-nous dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que vous évaluez la qualité du lien avec votre N+1? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour que vous alliez un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour renforcer votre connexion avec votre N+1 dans ces situations de stress et de réaction impulsive? On vous laisse un petit instant, parce que cette question-là, forcément, elle va vous appeler un instant de connexion à vous-même pour pouvoir apporter votre auto-évaluation. Et l'intérêt de cette auto-évaluation, c'est que en la mesurant aujourd'hui et en la mesurant peut-être à d'autres moments,
De temps en temps, ça vous permet aussi de pouvoir mesurer l'évolution dans le temps et ça vous donne des repères dans votre relation entre hiérarchiques, enfin, dans votre relation avec votre hiérarchique, pardon. C'est sorti un petit peu dans le désordre. Et donc, vous retrouverez le protocole d'auto-questionnement émotionnel dans le lien qui vous sera fourni à la fin. Enfin, dans le lien, vous aurez l'accès pour pouvoir accéder au protocole d'auto-questionnement émotionnel. Ton micro est coupé, m'a dit. Je vois tes lèvres bouger, donc je sens que tu as Oui, envie de nous oui, tout à fait. partager quelque chose. Voilà. Par rapport aux critères, hein, comme tu le disais, hein, c'est juste un repère à un instant T pour voir comment ça peut évoluer maintenant que vous allez mettre de la conscience dessus. Voilà. Maintenant que vous comprenez potentiellement en tout cas un peu plus ce qui peut se passer. Alors, je vois qu'il y a une réponse dans le chat. OK. Donc, si je considère mon dernier N+1, je noterai 6, mais je n'identifie pas immédiatement de levier d'action. Ok. Et c'est parfait parce que je suis certaine que la graine est semée et que justement les leviers potentiels vont pouvoir se Mmh. manifester pour le futur. On a également une évaluation à 7 sur 10 et comme axe potentiel, développer la formalisation pour sécuriser les pistes de décision. Oui, amener de la formalisation, ok, merci. Après, évidemment, en fonction du style, hein, d'attachement que vous avez ou qu'a votre hiérarchie, ça peut différer. Si je donne 2 exemples sur celui évitant, l'évitant, avant de parler, il a besoin, voilà. Si vous êtes, évitant et que vous voyez que ça s'agace en face, mais vous ne savez pas trop pourquoi, peut-être que vous n'avez pas trop perçu ce qui se passait avant. Donc le simple fait de dire: «OK, j'ai la sensation, qu'il peut se passer quelque chose pour toi, est-ce que tu veux qu'on en parle?» Voilà, peut-être que ça peut ouvrir. Si vous êtes, plutôt, un style d'attachement plutôt anxieux, là, ce qui va être important, c'est de bien vérifier que ça ne vous appartient pas. Parce que potentiellement, vous allez rajouter, si ça vous appartient, par exemple, ce qui est en train de se passer, vous allez rajouter, de la charge émotionnelle, en tout cas, à votre hiérarchie et s'il est évitant, il va le prendre plutôt mal. Donc le fait de pouvoir et dans le protocole d'auto-questionnement émotionnel que vous recevrez en cadeau, voilà, ça vous permet de vous dire: «OK, si c'est vraiment moi, j'ai tout intérêt pour prendre soin de la relation, en tout cas à prendre soin de moi d'abord». Et Parfait, le premier, merci. voilà, Madi, bien, je te propose de procéder maintenant au rappel des points clés pour que nous puissions ouais, profiter d'un temps d'échange avec les personnes présentes. tout à fait. Bon, évidemment, les relations humaines, c'est, des combinaisons émotionnelles complexes. Là, on vous a donné une grille de lecture, c'est un peu compliqué de toujours, l'utiliser, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours, quand il se passe quelque chose, un mécanisme de sécurité qui va s'activer chez l'un et chez l'autre. Et en fonction de comment on y répond, ça va aller vers l'escalade ou pas. Donc, on vous invite en tout cas à essayer de déguiser votre perception à est-ce qu'il se passe, est-ce que vous ou la personne en face de vous ressent une insécurité. Ensuite, évidemment, gardez en tête que ce que vous ressentez n'est pas forcément la même chose que ce que va ressentir la personne en face. Ça va et puis même vous-même, vous n'allez pas réagir de la même manière avec votre conjoint ou avec votre père ou votre mère. Voilà, la perception de ce qui se passe va être aussi, relation spécifique et puis surtout, qu'apprend la théorie de l'attachement, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, vous avez besoin de soutien d'un autre humain. Et donc pour les débutants, ça veut dire d'apprendre à faire appel à un autre humain et puis, pour, les personnes plus anxieuses, bah, de s'entourer aussi de personnes qui peuvent les aider et c'est pas forcément leur manager qui va faire le boulot. Voilà, donc dans les 3 étapes, hein, vous le rappelez, vous le reverrez dans le dans le cadeau. Petit 1, prendre conscience de ce qui s'active chez soi ou chez l'autre. Petit 2, alors, petit 2, identifier le déclencheur. Est-ce qu'il est chez vous? Est-ce qu'il est ailleurs? Et puis le troisième, si vous pouvez, si vous êtes disponible, ajuster son comportement pour d'abord recréer un lien de connexion avec l'autre avant de parler de ce qui vous embête ou ce qui s'anime chez vous. Voilà.
Super, merci pour le rappel. Les 3 étapes clés, nous les avons remis dans le chat et nous arrivons tout doucement à la fin de ce live focus. Alors dites-nous en un mot dans le chat. Oups, excusez-moi. Vous, voilà. La question est partie dans le chat. En un mot, avec quoi repartez-vous, que retenez-vous de ce live focus partagé ensemble ce midi? En parallèle, pendant que vous êtes en train de nous partager votre mot, je vous envoie également le lien avec le questionnaire de feedback et l'accès au protocole d'auto-questionnement émotionnel. Alors, ce formulaire de feedback, tout simplement, c'est que les réponses que vous allez nous apporter dans ce formulaire vont nous aider à améliorer encore les futurs épisodes de Live Focus. Donc, merci d'avance pour les précieux commentaires que vous allez pouvoir nous partager. Je vais partager rapidement 2 vignettes qui vont permettre aussi de soutenir le replay. Pour pouvoir vous partager nos coordonnées, pour pouvoir entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter soit sur nos sites respectifs ou sur nos espaces LinkedIn. Et le protocole de feedback, vous pouvez le retrouver donc soit dans le chat, soit dans la description de la vidéo pour les personnes qui nous suivent en replay, ou alors vous pouvez simplement flasher le QR code qui apparaît à l'écran en cet instant précis. Et merci aussi pour vos réponses dans le hop. Merci pour vos réponses dans le chat. Donc, je vois que ce qui a été retenu, c'est notamment, en tout cas, connect before correct. C'est une vraie philosophie hein, de vie, de se dire, tiens, avant de vouloir avoir raison, ce qu'on fait tout le temps en général, hein, et si je prenais soin de la relation, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai vécu les plus grandes surprises, en tout cas de ma vie, en essayant d'abord de me connecter, même si mon cerveau pensait que j'avais raison et que l'autre avait tort. Hein. Vraiment, je vous invite à l'expérimenter. Et le deuxième, c'est ce que je retiens, être davantage à l'écoute de moi, de mon ressenti. J'ai toujours du mal à analyser mes sentiments, mes ressentis. Tout à fait. Ça aussi, hein, c'est un vrai chemin. Voilà. Mais le simple fait de pouvoir se poser la question, ça permet de prendre un peu de recul sur OK, est-ce que mes ressentis, en fait, me semblent justes? Ils peuvent être justes pour vous et que l'autre ne veuille pas l'entendre non plus. Mais ils peuvent aussi être très forts chez vous et avec une question que vous allez poser à l'autre, finalement dire: «Ah non, mais finalement, voilà, je croyais, j'avais peur de ça». Voilà. Donc vos ressentis, en fait, sont une source, d'exploration, aussi, pour vous, en tout cas dans votre. Merci à vous pour nous avoir donné de la force pour ce live. Merci à vous qui nous suivez en replay également. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement, ce qui va nous permettre avec les personnes qui sont en live avec nous de pouvoir ouvrir les caméras et les micros et d'avoir un temps d'échange, un temps partagé juste entre nous pour pouvoir profiter de cet instant live. J'arrête l'enregistrement maintenant. À très bientôt. Merci.